Merci à tous d'être présents. Merci à ceux et celles qui ont sollicité, en tout cas croire utile de partager avec vous ces quelques moments. Alors, je manque d'autonomie, parlant d'autonomie énergétique. Voilà. Donc, changement climatique et résilience insulaire, un vaste programme. En tout cas, moi, je vais cibler mon intervention sur la nécessité qu'il y a dans nos territoires, au travers de la transition écologique et énergétique, de répondre à ce qu'on peut appeler un impératif planétaire en matière de réduction de gaz à effet de serre. Alors, en soulignant tout de même un certain nombre d'aspects, la singularité insulaire. Alors, c'est vrai que nos territoires ne sont pas des grands contributeurs, on va dire, en termes de production de gaz à effet de serre, mais de toute manière, en tout cas, il n'en demeure pas moins que la Martinique et la Caraïbe restent particulièrement menacées par une forte dépendance au pétrole. Ça a été dit ce matin, en tout cas tout à l'heure, 92% de production énergétique est fossile. Cela pose un problème de facture énergétique. Le montant de la facture pétrole de la Martinique par année, c'est 400 millions d'euros. Je vais donner quelques chiffres. Hors transport. Je ne parle pas encore de la CSPE, qui est l'effort national opéré par l'ensemble des citoyens français pour nous garantir une continuité énergétique et accéder au prix de l'électricité à des niveaux de coûts que sont ceux du nucléaire. Donc, il y a une vulnérabilité, et j'ai envie de dire que l'histoire du pétrole nous laisse penser qu'il vaut mieux aujourd'hui trouver des solutions plutôt que de dépendre de la fluctuation de ces coûts. Alors, une évidence, ça a été très bien rappelé par le président Claude Lise, qui a quand même effectivement opéré un travail essentiel au niveau de l'agenda 21. Je pense que c'était une initiative majeure. Moi, je me rappelle, tu l'as pas évoqué, de la première conférence sur le climat qui s'était tenue en 2007, et je crois que ça avait été l'occasion de la visite 2006 de Vergès. D'ailleurs, c'est là, et Camille Darcière à l'époque nous avait quittés pendant que Vergès retournait sur Paris. Donc c'est quelque chose qui nous avait marqué, et c'est vrai que on avait pour la première fois appréhendé de manière collective et commune des niveaux de réponse intégrés à ces problématiques qui sont des problématiques planétaires, nationales et européennes. Donc il s'agit pour nous d'assurer l'accès à des populations à l'énergie en préparant l'après-pétrole, mais aussi de protéger les populations, les infrastructures notamment, face aux risques naturels, à l'augmentation des risques du fait du dérèglement climatique. Donc il s'agit aussi pour nous en tant que territoire insulaire, et ce sera là aussi le sens profond de ma démarche, d'inventer un nouveau modèle permettant d'activer des puissants leviers de développement, mais aussi répondant aux enjeux écologiques, répondant singulièrement à nos spécificités de territoire insulaire non interconnectés. Cela va bien au-delà de la simple juxtaposition de technologies. Parce que souvent, quand on parle de transition énergétique, on a l'impression que c'est une énumération de technologies, alors qu'il faut avoir une approche systémique, une approche transversale. Et cela, c'est pas uniquement une question de défi technologique. Alors oui, il y a eu un certain nombre d'actions, on parle d'actions engagées, d'actions volontaristes, qui nous a permis de voir émerger de nombreux projets en matière de gestion de nos déchets, de valorisation de notre biodiversité, mais aussi de la valorisation de toutes nos richesses naturelles. J'y reviendrai plus tard. L'enjeu pour nous, effectivement, souvent on nous parle de culture du rattrapage, de RUP, de retard à rattraper, mais il s'agit de faire de cela une véritable opportunité. Alors, de manière très concrète, et il s'agit surtout de faire de la Martinique, et là je prends ma casquette politique, de faire de la Martinique et des Martiniquais, des entreprises martiniquaises, de véritables producteurs de savoir-faire et de connaissances, créer de l'emploi non délocalisable et faire que ces compétences, elles n'impactent pas uniquement les 400 000 Martiniquais ou les 400 000 Guadeloupéens, mais qu'elles visent, quelle est l'ambition d'aller challenger les 40 millions de Caribéens. Voilà pour moi, je veux dire, la dimension du défi qui est à notre portée. Donc tout cela, bien évidemment, répond à des objectifs nationaux et internationaux qui font que, effectivement, la transition énergétique est une véritable contribution nécessaire à la résilience des territoires insulaires. Je vais quand même ralentir. Donc là, je vais gagner du temps puisque j'ai envie de dire ces données ont été exposées sur la situation de la Martinique. Tout ça pour rappeler que on est un territoire imbriqué, que toutes ces problématiques, qu'on le veuille ou non, sur 1000 km², elles se rejoignent. Quand on parle d'énergie, on parle d'aménagement. Quand on parle d'aménagement, on parle de gestion de réseau, donc de déchets. Et il faut avoir ce recul que nos problématiques ne peuvent s'appréhender réglementairement, techniquement, financièrement, comme elles se font à l'échelle des continents. Autre élément, donc là je parlais des impacts du climat.
Donc sur 2 périodes, hein, une allant de 80 à 99, une augmentation de plus 1,8 degré, ce n'est pas rien. De 2080 à 2099, plus 2,4. Donc si on voit la question des événements extrêmes, on voit qu'il y a à la fois une intensification programmée et puis une augmentation du cycle de reproduction de ces questions. S'agissant du niveau de la mer, c'est 30 cm. Quand on voit aujourd'hui ce que c'est que le trait de côte du littoral, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure, c'est Daniel qui parlait du prêcheur. Enfin, moi, j'ai un passé, on va dire, pas loin de cette commune, à Saint-Pierre. J'ai le souvenir, quand on descendait au prêcheur à bicyclette, que nous faisions des matchs de football sur la plage. Aujourd'hui, la plage a totalement rogné cet espace et vient heurter la route. Et chaque fois qu'il y a un événement climatique, il faut reprendre les voies littorales, ce qui pose la question de l'avenir de notre circulation, de notre mobilité à concevoir en Martinique en matière de résilience. C'est peut-être pas l'objet de mon intervention. Sans doute penser aux routes de l'intérieur, telles que l'avait fait Michel Renard, Émile Maurice, quand il avait pensé les rocades il y a 30-40 ans. Il faut aujourd'hui se préoccuper, de mon point de vue, de cette question de la mobilité, de la structuration de nos infrastructures, en tenant compte de ce futur déterminé. Donc voilà, 30 cm, c'est extrême pour un territoire comme le nôtre. En matière de vulnérabilité écosystémique, j'ai aussi, dans ma vie, été président du comité de bassin. Ça me permet de saluer l'actuelle présidente, Madame Toul, et président du parc naturel régional de Martinique. C'est un vrai fléau. La Martinique fait partie, dans son environnement caribéen, des 34 hotspots mondiaux, c'est-à-dire les lieux où sur la planète, il y a la plus grande concentration de biodiversité. Donc cette carte, qui est un peu généraliste, montre la variation, la nuance des impacts sur les écosystèmes. Changer le climat, c'est porter atteinte à ce qui peut être demain le génie chimique qui fera qu'on guérira le cancer ou Dieu seul sait quelle autre maladie émergente au travers de la variété, de la richesse de nos plantes et de notre biodiversité exceptionnelle et tout à fait endémique. Donc ça a été évoqué aussi, la question de la répartition énergétique. On voit la très forte contribution du transport. Donc réussir la transition énergétique dans nos territoires insulaires sans aborder le délicat problème du transport. J'espère qu'on ne posera pas de questions sur le TCSP aujourd'hui. C'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, mais on voit bien que c'est une réalité dont on ne pourra pas se défaire. J'ai été aussi président de la commission de transport de la région Martinique, donc vous pensez que je ne serai pas sec d'arguments, mais ce n'est pas ni le lieu, ni le moment. Donc, concernant les moyens de production, je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Les moyens de production, donc c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises. La caractéristique principale du modèle de production de la Martinique, c'est qu'il est très centralisé, donc on est très dépendant, pour ne pas dire ultra dépendant de deux principales unités, que sont le site de production de Bellefontaine. C'est un investissement de 400 millions d'euros pour près de 250 mégawatts en zone, on va dire, exposée, tsunami. Et ça pose la question de la résilience. La première unité de Bellefontaine s'est construite dans les années 80, j'ai envie de dire dans l'ignorance de ces questions et de ces problématiques. Il est quand même plus... Je m'interroge, moi, sur le fait qu'on ait fait encore la même usine juste un peu plus loin, c'est-à-dire juste là où est-ce que le risque est encore un peu plus important. Donc, quand on parle de résilience, c'est dire qu'il faut véritablement se poser les questions d'une autonomie énergétique en tenant compte d'une réalité. Alors, je serais moins pessimiste que mon ami Daniel, parce que je considère que quand même, il y a, de ce point de vue, une accélération des initiatives qui ont été prises sur les territoires. Donc, parler de projets énergétiques avec une feuille de route qui est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a son ancêtre, qui est ce qu'on appelle le SREC, le SRCAE, le schéma régional climat, air, énergie. Donc, cette action s'est véritablement articulée autour de deux grandes approches. Alors, une à laquelle je suis véritablement attaché, c'est la question de la gouvernance, parce que pour mener à bien un projet énergétique, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique. Nous avons fait des choix en Martinique, par exemple celui d'avoir une habilitation. Une habilitation, c'est quoi? C'est la capacité que s'attribuent les collectivités du territoire de pouvoir très simplement d'adapter les textes et de produire des textes à caractère réglementaire. Alors, ça peut paraître tout ça très juridique. La Martinique est un territoire sur lequel aujourd'hui il est interdit de faire des centrales photovoltaïques en zone naturelle ou en zone remarquable. Ça a été une victoire qui a été possible, non pas parce que
c'est inscrit dans le droit commun. Le droit commun français ne l'interdit pas, mais c'est parce qu'il y a une volonté locale qui a voulu que les appétences des stratégies énergétiques, notamment au début des années Grenelle, où est-ce qu'on avait des niveaux de rentabilité à l'hectare et à l'année qui étaient de l'ordre de, je dis bien, 150 000 € de bénéfices par an et par hectare, a dissuadé très facilement quelques producteurs de bananes, les propriétaires historiques de bananes, de devenir des énergéticiens. D'accord? Donc, il a fallu, d'une certaine manière, bloquer l'hémorragie et faire en sorte que l'ambition de la transition énergétique ne vienne pas heurter l'ambition d'une autosuffisance alimentaire. Donc, ce n'est pas qu'une approche, comment dirais-je, défensive. Cette habilitation nous a aussi permis de faire une réglementation thermique du bâtiment. Alors, quand les Grenelles interviennent, c'est peut-être la première fois qu'en France que se structure une volonté politique aussi affichée de faire de la question de l'écologie, de la transition écologique, on va dire un vecteur fort et puissant de la politique nationale, mais j'ai envie de dire, les préoccupations étaient, par exemple, en termes de performance du bâtiment, surtout de protéger les maisons qui étaient de vraies passoires thermiques quand il faisait froideur. Très peu ne se préoccupaient des questions de la climatisation et du fait qu'il fasse chaud dehors. Donc il a fallu inventer une réglementation thermique made in Martinique qui réponde à ces enjeux, et ce faisant, nous étions en train de donner des opportunités à des acteurs économiques pour qu'ils investissent et qu'à terme, nous devenions, encore une fois, des producteurs de savoir-faire et de connaissances. Donc, une agence de l'énergie, parce qu'il est important que tous les acteurs de l'institutionnel puissent se rencontrer, peu importe, on va dire, leur casquette, qu'ils soient privés ou publics. Travailler à côté de la SARA est une chose utile, parce qu'elle a un vrai savoir-faire. Travailler à côté d'EDF est une chose nécessaire, parce que c'est un acteur incontournable de la transition énergétique, mais aussi faire en sorte que le curseur de l'initiative reste, de mon point de vue, là où il doit être, c'est-à-dire dans le champ politique. Donc des activités qui sont soutenues dans ce qu'on peut appeler le PTME, le plan de transition qui permet d'accompagner les financements, les études, les portages de projets, et aussi une SPL, bon, ça a été un choix politique, qui a fait que les acteurs publics voulaient et pouvaient se rendre producteurs de projets. Voilà, j'en dis pas plus. Alors il y avait à l'époque une SEM, elle n'a pas prospéré, même si son président est ici parmi nous, il pourra lui aussi en parler le cas échéant. Tout ça pour dire que c'est un exercice qui n'est pas simple. Et si on doit dire deux mots sur la SEM, sans doute nous l'avions, nous, trop surdimensionné, mais je pense que ces questions énergétiques, et j'y reviendrai, ne peuvent pas être totalement abandonnées du champ de la responsabilité publique. Je suis un véritable partisan de la donne publique-privée. Il n'appartient pas à une collectivité de devenir propriétaire d'équipements de production électrique, mais il faut aussi que la collectivité, les politiques soient au cœur des stratégies et des orientations futures de ce pays. Donc, donner de la visibilité sur quelques projets qui ont été réalisés. Alors, le projet 100% biomasse, c'est un projet ancien. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui, en 2007, monsieur, en 2007, il y avait eu l'arrêté de production permettant que nous ayons en Martinique une centrale, à l'époque qui était au charbon, mais qui est devenue biomasse. Tant mieux, c'est dans l'air du temps. Mais c'est une première dans tout l'outre-mer français, d'avoir une unité de production d'énergie, 40 mégawatts, c'est pas rien. Quand on connaît le besoin de production de la Martinique, qui est aux alentours de 250-300, c'est une contribution significative. Et qui peut avoir des externalités, puisque des filières de valorisation de la biomasse locale peuvent être adossées à un tel projet. Le projet de grand éolien avec stockage à Grand-Rivière, qui est en cours de réalisation. J'ai fait une visite il n'y a pas très longtemps sur le site. C'est unique en Outre-mer. Donc, il y en a dans les îles anglaises, mais c'est unique d'avoir 14 mégawatts disponibles avec du stockage. Une pile à combustible, 1 mégawatt, hydrogène, c'est unique en France. La SARA, qui est l'unité de raffinage de pétrole, a l'un de ces produits qui sont un déchet qu'on appelle le dihydrogène, dont la chimie est très complexe et très, comment dirais-je, dangereuse, puisque le dihydrogène est un élément très volatile, c'est le plus léger des éléments. Donc, confiner cela, c'est compliqué, mais il s'avère que dans le processus de production, c'est près de 600 à 800 kilos de dihydrogène qui étaient brûlés depuis des décennies. Il a fallu rentrer dans une approche circulaire et aujourd'hui, la SARA, en accompagnement avec les collectivités, met en place l'étude d'une pile à 1 mégawatt, ce qui, dans ces niveaux de capacité, est assez exceptionnel. Des expérimentations, combien? Non, c'est impossible. Une expérimentation de stockage, notamment avec les aides européennes, des innovations en cours. Je vous ai entendu, M. Bayrou, parler ce matin de la nécessité de valoriser la sargasse
C'est des choses qui se font avec des jeunes entreprises martiniquaises, avec ce qu'on appelle de la pyrogazéification, faire en sorte qu'on puisse à la fois fabriquer ce qu'on appelle des CRC, des résidus solides, que l'on peut brûler, des huiles, mais aussi du dihydrogène que l'on pourrait réutiliser. Donc toutes ces questions, on va dire, sont en cours. Et on pourrait parler je vais parler du photovoltaïque parce que ce matin, tout à l'heure, Ebader a dit quelque chose, c'est vrai. Le photovoltaïque, c'est 170 € du mégawatt, mais il a oublié de dire que ça ne fonctionne bien que pendant la journée. Donc l'intermittence, c'est le sujet. Donc si on met maintenant la nécessité qu'il y a de le conserver pour la nuit, il faut y ajouter le coût du stockage. Alors sans rentrer dans trop de chiffres, c'est quand même pas mal. En Martinique, à midi, 50% du besoin énergétique peut être couvert par le solaire. Miraculeux. Par contre, s'il fallait, avec le seul solaire, répondre aux besoins de toute la Martinique, il faudrait à peu près 10 000 piles de la taille d'un conteneur de 24 pieds. Sur une île de 1000 km², sans faire trop de calculs, c'est à peu près 10 conteneurs au lithium de la taille d'un conteneur. Alors, on a vu les épisodes de ce que le lithium peut donner chez Samsung, et pourtant, il s'agit d'un grand groupe extrêmement performant sur ces questions-là. Donc, c'est dire que dans l'état actuel de la maturité de la connaissance, s'il faut investir dans la question du solaire, investir, j'ai envie de dire, dans le savoir-faire et les technologies qui permettent de le stocker, on ne peut pas, aller dans l'état de la connaissance, les déployer et considérer que le solaire serait la solution. D'où l'intérêt d'avoir un mix énergétique qui prenne à la fois les avantages de chacune de ces technologies et qui tempère chacune de leurs inconvénients. La géothermie, allez voir à bouillante, ça pue. C'est difficile à gérer les masses que l'on récupère à 2 km de profondeur, ça fait du bruit. L'éolien, j'ai fait la visite il y a 2 jours, chaque éolienne fera 150 mètres de haut. C'est 3 fois la mairie de Fort-de-France, en plein littoral, qui est dans un paysage que je souhaite classer, puisque j'étais de ceux qui ont voulu que cette montagne pelée soit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui sera quand même, d'une certaine point de vue de l'impact paysager, significatif. Le solaire, c'est très bien, mais aujourd'hui, les panneaux qui sont en oxyde de silicium, on n'est pas très sûr de savoir comment on va gérer le déchet. Et ceux qui nous ont convaincus il y a 50 ans que le nucléaire était la meilleure façon, en tout cas la moins coûteuse, de fabriquer de l'énergie, on se rend compte aujourd'hui, 50 ans après, qu'après l'après Fukushima, c'est 7 milliards d'euros qu'il faut trouver pour pouvoir financer, en tout cas, la sortie du nucléaire français. Donc, ces questions-là sont extrêmement aiguës chez nous. Alors, quelques freins. Freins financiers, l'estimation globale du coût d'un Martinique 100% énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 milliards d'euros. Ça fait beaucoup, me direz-vous. C'est vrai que si on regarde les fléchages FEDER affectés à l'énergie et les délais sur lesquels nous nous sommes donnés pour arriver à 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire 2030, on est loin du compte. Je souhaite quand même tempérer ce propos. Pourquoi? Aujourd'hui, la CSPE, qui est le dispositif qui permet à chaque Martiniquais, à chaque ménage martiniquais, d'acheter l'électricité au prix de ce que coûte l'électricité produite par le nucléaire, ça coûte 400 millions d'euros par an. Je dis bien 400 millions d'euros par an pour brûler du carbone. Il y a une vraie réflexion à mener sur la pertinence d'un modèle qui consiste à brûler du carbone avec de tels impacts, mais aussi avec un tel coût. D'accord? Donc oui, il faudra envisager une meilleure organisation des ventilations financières, mais encore une fois, faut-il qu'au sein même des États membres, on ait une rationalisation de l'affectation des moyens pour faire en sorte que nos territoires sortent de la vulnérabilité et soient véritablement des porteurs de solutions. Donc ça, c'est un frein. Frein lié à la sectorisation. Je tiens vraiment à aborder cette question ce point sur la sectorisation. Génipa. Génipa, c'est la zone de mangrove qui est quand vous atterrissez en avion. Tous ceux qui arrivent là, côté gauche, il y a le Lamentin, côté droit, il y a Génipa. Première réserve marine régionale de la Martinique. C'est le plus grand tenant de mangrove. 1000 hectares. Très bien. Cette zone de mangrove, c'est là aussi le plus grand bassin versant. Donc on y envoie tout. Depuis des années, on y trouve tout et n'importe quoi. C'est aussi la plus grande réserve pour la réserve halieutique. Les poissons se produisent et se reproduisent en zone de mangrove. Donc c'est une question de pêche. C'est aussi un lieu qui est à côté de la plus grande concentration hôtelière, les Trois-Îlets. C'est aussi le lieu où la STEP, la station d'épuration du COS Saint-Esprit Rivière-Salée, coûte entre 20 et 30 millions d'euros. Si aujourd'hui j'affecte les moyens imaginés par la législation européenne pour régler ce problème, soit je prends une mesure assainissement, et je ne fais rien d'autre en matière d'assainissement en Martinique, soit je fais une mesure biodiversité, et je ne fais rien d'autre en matière de biodiversité, ou soit je fais une mesure de développement économique. Alors qu'en réalité, c'est une mesure d'assainissement,
c'est une mesure de valorisation de la biodiversité, c'est une mesure économique, c'est une mesure sociale, puisque ce sont des chantiers d'insertion qui récupèrent les embâcles qu'il y a dans ces rivières et qui peuvent fabriquer de la matière première, notamment pour la valorisation de notre biomasse locale. Donc, on est face à des fléchages financiers qui sont très verticaux, alors que, par définition, les problématiques sont éminemment transversales. Donc, à l'heure de l'économie circulaire, il y a quand même là lieu à penser à des modalités de financement qui soient véritablement des financements de projets, plus que des financements qui soient fléchés par nature. Et dernier frein, celui de l'insertion caribéenne. Je milite, mais de tout cœur, pour une ingénierie écologique caribéenne qui traite la question de la transition énergétique, mais qui traite aussi des questions du bâtiment, de la biodiversité. Vous savez, les panneaux photovoltaïques qu'on nous vend ici sont effectivement normes françaises, très souvent produits en France. Malheureusement, nous sommes dans un climat tempéré. Les conditions du rayonnement et d'optimisation de ces panneaux en territoire insulaire sont loin d'être optimales. Très bien. On fait une habilitation pour valider technologiquement ces questions-là. Qui finance la recherche? La taille critique de nos territoires ne permet pas à une PME toute seule de financer la recherche sur l'optimisation de ces questions-là. Il faut non seulement le faire pour nos territoires, mais il faut aussi le faire pour des territoires caribéens, parce que les Caribéens sont friands de ces solutions. Aujourd'hui, ils sont face à quoi? Ils sont face à l'invasion des technologies chinoises et made in US. Donc, pouvoir traiter ces questions-là à l'échelle de la Caraïbe et identifier les opportunités au sein de la Caraïbe, c'est à la fois la possibilité véritablement d'aller d'égal à égal sur des marchés concurrentiels avec véritablement de la valeur ajoutée. Et je crois que de ce point de vue, l'Europe ne peut pas être un acteur passif. C'est la technologie française, c'est la technologie européenne. Et se positionner puissamment sur ces questions-là, que sont la question de l'énergie, la question de l'eau, la question de la gestion des déchets, je pense c'est prendre rang de ce qui fonde, on va dire, l'intérêt et la vision de l'Europe pour les territoires ultramarins. Voilà, je pourrais parler, je serais intarissable, mais on me fait remarquer que je n'ai dépassé mon temps que de 7 minutes.